Coucou tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Coué Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'on est avec la direction directement du projet et aussi du Centre d'amitié autochtone. Lauriane Petit-Coué, salut Coué. Oui. Puis on est avec Christine Jean, qui est aussi l'ancienne directrice du Centre d'amitié. Donc, salut. Coué tout le monde. J'imagine que vous en avez long à dire sur les projets du Centre d'amitié. Fait que peut-être juste commencer par expliquer c'est quoi un Centre d'amitié, puis qu'est-ce que le Centre d'amitié de la TUC prend en charge ici dans la ville. Bien, en fait, le Centre d'amitié autochtone de la TUC, c'est un organisme communautaire qui est autonome, qui a sa propre gouvernance. Et on est là quand même depuis 1974. Hein? Mais moi, je suis là depuis à peu près 10 ans là, au Centre d'amitié, à la direction depuis presque 3 ans. Elle qui était ma boss avant, c'est Christine Jean. Donc, Christine, je trouve qu'elle pourrait parler là, de l'histoire un peu du Centre d'amitié, comment est-ce qu'il a évolué, parce que ça n'a rien à voir. Là. Il y a 10 ans, le Centre d'amitié. Il y a 5 ans aussi, parce que le Centre, il évolue vraiment beaucoup. Son offre de service évolue beaucoup aussi. Puis, il y a une raison, c'est parce que plus les années passent, plus il y a des Premières Nations qui décident de s'établir en milieu urbain ici. Donc, ça fait que le besoin est plus grand. Donc, un centre d'amitié, c'est un organisme communautaire, comme je disais. C'est quoi la job là, que, dans le concret, chaque jour, qu'est-ce qu'un centre d'amitié fait pour une population autochtone qui est dans une ville? Bien, en fait, la mission première d'un centre, c'est d'améliorer la condition de vie et la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain par l'offre de services de première ligne, ou encore, là, on veut valoriser aussi la culture autochtone, puis créer des rapprochements entre les peuples, parce que c'est comme ça qu'on va se sentir bien dans une ville, en fait, là. Et puis, dans l'offre de services, ça peut être du soutien, l'accompagnement. On a depuis 2015 la clinique Ajigan, qui est une offre de services en santé de proximité. D'abord, un centre d'amitié, c'est un milieu de vie. Donc, un peu partout dans le Canada, tu retrouves des centres d'amitié. Et pourquoi un centre d'amitié? C'est parce que au départ, c'est le milieu de vie. Les gens voulaient être ensemble dans un milieu, se sentir chez eux, dans une ville. Et puis, Christine pourrait en parler aussi. En fait, tu as raison, Lauriane, mais ça a parti en 1974. Il y avait des gens, il y avait déjà une émergence d'une population autochtone ici à la TUC. Malheureusement, il n'y avait pas d'endroit. Il n'y avait pas d'endroit pour se rassembler. Les gens venaient plutôt chercher des services santé, des services juridiques. La majorité devait voyager par le train ou par des routes qui étaient plus ou moins accessibles. C'était plus difficile. Et à ce moment-là, il y avait déjà des individus, membres des Premières Nations, qui restaient ici à la TUC. Il y avait un programme qui était disponible. Il y avait déjà le centre de Chibougamau qui était là, qui avait été parti pour la ville. Il y avait Val-d'Or, si je ne me trompe pas, Sainte-Terre. Et la TUC, il y a des gens qui se sont rassemblés. Et moi, je connais bien le Centre d'amitié parce que je l'utilise depuis que je suis toute petite. Ma grand-mère Clairée, faisait partie des membres fondateurs, puis mon parrain, puis mon oncle. Donc, la famille Clairée était les membres fondateurs. Et ça a parti tout petit, là. C'était une maison sur la rue du Coteau, si je ne me trompe pas. Une maison unifamiliale qui avait été achetée, puis que les gens pouvaient aller là en attendant. Au lieu d'attendre un peu partout en ville, les gens pouvaient se rendre dans cette maison unifamiliale-là. Donc, là, à force de recevoir des gens, être à l'écoute des besoins de ces gens-là, bien là, le centre a pris un peu plus de place. Il y a eu aussi la reconnaissance par des programmes pour pouvoir offrir une meilleure offre de services. Et bien là, on a évolué. À un moment donné, le centre, avec la collaboration de Women Tachi, est devenu aussi le centre avec l'hébergement, transport. Et ça, c'était sur la rue Saint-Paul, si je ne me trompe pas. Oui, qui est aujourd'hui la deuxième installation du CPE Premier Pas. Exactement, une installation 2 du CPE Premier Pas. Et après ça, bien, on a évolué. Là. Tout a changé, le paysage a changé. De plus en plus de gens, monde venait à la TUC, non pas pour être de passage, mais vraiment pour s'y établir. Donc, on voit aujourd'hui le centre où est-ce qu'il est rendu dans son évolution. Et un centre d'amitié, pour moi, c'est vraiment, ça répond aux besoins des individus. C'est une organisation qui est apolitique. C'est une organisation qui est unique dans sa gouvernance. C'est des assemblées générales annuelles que les membres
mettre en place des gens en qui ils ont confiance. Et à partir de là, en écoutant les besoins, bien là, on crée des nouveaux services. Donc, c'est une belle évolution, là. Si on regarde depuis 1974, proche de 50 ans, 48 ans, l'année prochaine, 48 ans. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui ont changé dans le paysage. Puis là, en ce moment, présentement, on est dans le centre Sagaigan, qui est une espèce de centre multifonction qui est associé au centre d'amitié, c'est ça? Bien, en fait, c'est un projet d'économie sociale. Puis Christine, avant son départ du centre d'amitié, elle a fait l'ouverture du centre Sagaigan. Ça a pris quand même beaucoup d'énergie là, à monter ce projet-là, qui est un centre aux multiples volets, en fait. Là. Et puis, c'est un centre aussi qui a comme vocation, qui est un lieu de rencontre et de rapprochement des peuples. Et puis, je sais que le centre d'amitié, c'était un bâtiment, le centre Sagaigan, je veux dire, c'est un bâtiment qui appartenait déjà au centre Sagaigan, mais au centre d'amitié, je veux dire. Puis, j'aimerais ça que t'en parles. Oui, bien, je vais en parler. Ça me fait c'est elle qui a l'histoire du centre Sagaigan, là. Tu as raison, c'est mon dernier projet. C'est mon dernier... Bien, pas mon dernier projet, parce qu'on avait déjà avancé des projets, puis que je pense qu'ils ont été positifs par la suite. Mais ça a été mon dernier gros projet au centre. Le centre Sagaigan, en 2000... je ne me rappelle pas, mais on a participé au sommet de l'économie sociale. Puis là, en écoutant parler différentes initiatives d'un peu partout dans le monde, on a trouvé que l'économie sociale, ça collait à notre culture autochtone, ça collait à notre réalité, puis qu'on était capable de réaliser des projets avec ça, de faire participer nos gens, parce qu'il y a beaucoup la participation citoyenne dans l'économie sociale, et surtout que l'argent qui était généré, on l'a retourné. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui collait à notre réalité. Et là, on a fait une étude de marché, on a fait un plan d'affaires, on était propriétaire du bâtiment qui était ici, qui était désuet. Nous, on l'avait acheté à l'époque en 97-98 et c'était un centre de jour. On a tenté, ça a peut-être 2-3 ans, un centre d'interprétation de la culture autochtone. C'était magnifique. Par contre, le financement n'était pas là pour supporter toutes les dépenses et on a dû comme un peu là, user là, d'imagination. Malheureusement, le Centre d'amitié de la TUC a eu des années plus difficiles financièrement. Donc, on a dû arrêter certains programmes, pas des services. Les services ont toujours été là pour les individus, plutôt des programmes comme touristiques là, au niveau de la culture. Et là, on a fait pas une planification stratégique. On a mis ça sur pause, là. Puis là, on a fait comme, OK, là, on est rendu à un tournant important. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Vers où est-ce qu'on s'en va? Et ici, le centre, c'est un joyau, hein, parce qu'il y a le petit lac Saint-Louis qui était... il y a une renommée, puis c'est cher au cœur des gens qui habitent à la TUC. Donc, c'était tout le temps positif ce qu'on entendait parler. Et là, on voyait que ça tombait là, en ruine un peu. Et on a dit, il faut faire quelque chose avec ça. Et là, est arrivée l'économie sociale. L'idée d'un centre, là, c'est Sagaigan, mais de créer quelque chose ici. Puis là, c'est certain qu'on s'est tourné vers la technologie parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui. Tu sais. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce maintenant, on a rêvé d'aller plus loin, puis pourquoi pas prendre la culture autochtone puis l'apporter à un second niveau, parce que ça cadrait plus ou moins là, la technologie, culture autochtone, tradition, mais finalement, on fait quelque chose de bien. Donc, on a fait un plan d'affaires, on a sondé autant les gens de la TUC qui sont non autochtones. On était voir aussi nos aînés, en tout cas plein de monde. Et il y avait des financements possibles. On a monté ce projet-là. Puis en 2008, non, pas 2008. On l'a ouvert en 2018. Ouais, le 6 septembre 2018. Tu vois, ça a été long, hein, 2018. Ah oui. Mais moi, j'étais bien fière de ça. Je suis vraiment fière, puis je suis contente de voir aller. Puis là, ce qui me rend encore plus heureuse de voir, c'est qu'il y a plein de nouvelles personnes, il y a des nouveaux visages qui arrivent dans le paysage du Centre d'amitié. Il y a une belle jeunesse qui est là, il y a des gens qui sont allés aux études puis qui reviennent ici pour travailler pour le centre. Puis il y a encore cette collaboration-là, autochtone, non autochtone. Puis moi, je crois que c'est nécessaire, surtout dans le milieu urbain. Fait que
Mais c'est ça. Mais Fait moi, que je le projet trouve que- Sagui-Gans, c'est une Puis moi, je une belle trouve que le fierté. Centre Sagui-Gans, c'est comme un incubateur à être novateur à des initiatives là, qui mélangent, comme tu disais, la culture et les nouvelles technologies, les médias aussi. Là. On fait le Queer Podcast, c'est un peu grâce au Centre Sagui-Gans aussi, puis les directions qu'on prend. Et puis, il y a aussi la réalité virtuelle. Tu sais, ça, c'est pas rien. Là. C'était pas rien, ça. Il n'y en a pas, je pense, à la TUC. Là. On est les seuls à faire ça, la réalité virtuelle, puis on visite le Pawa de Montachi. Moi, c'est unique pour moi, là. C'est valoriser la culture en utilisant les nouvelles technologies. Puis je pense que c'est ça qui fait de nous que c'est exceptionnel. Justement, on a gagné un prix à la Chambre des commerces. Là. Il y avait le Gala Desjardins, la Chambre des commerces, et on a gagné le lauréat du prix Organisme innovant et économie sociale. Donc, je pense et je crois, et je suis certaine de ça, qu'on marque les gens dans le territoire, là. Et puis, Mais c'est pas le seul prix, parce que moi, quand je suis partie en 2018, vous aviez gagné par Culture Mauricie. C'est bien ça, vrai, Culture Mauricie. Culture Mauricie. Le prix d'innovation aussi. C'est là, ça, c'est ça. Donc, je pense que le Centre Sagui-Gans a sa place. Puis, c'est bien que ce soit les Premières Nations qui soient à la tête de ça, qui dirigent ça. Puis chaque année, on fête aussi la Journée nationale des peuples autochtones qui est au lac Saint-Louis. Le Centre Sagui-Gans est au cœur là, de cet événement-là. Puis chaque année, je le sais que depuis longtemps, on le soulignait à la TUC. Et puis, grâce à ce qu'on fait ici, il devient de plus en plus gros encore. Là, je pense que c'est l'événement, la Journée nationale des peuples autochtones dans toute la région. C'est à la TUC que ça se passe, là. Et puis, quand on voit les gens venir assister, autant les Autochtones que les Allochtones, là, pour moi, c'est des indicateurs qui disent qu'on réussit. T'sais, on réussit à toucher les gens là, par la culture, puis par les technologies, par le rayonnement de notre identité, en fait, là, dans la ville. Là. Et puis, je suis vraiment fière de voir tout ça, moi. Je suis vraiment fière de faire partie de la gang du Centre d'amitié. Et je suis peut-être à la direction, mais pour moi, c'est un travail d'équipe avec des partenaires, avec plusieurs personnes aussi autour. Là, et puis, Bien, c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir des partenariats. Parce que tout seul, ça devient plus difficile. Mais quand tu t'allies de bons partenaires, moi, je pense que la réussite d'un projet passe beaucoup par là aussi, la collaboration. Puis, des fois, il faut faire des deuils. Hein? Il y a des choses qu'on aimerait faire puis qu'on s'aperçoit que, oups, c'est peut-être pas à nous de faire ça, fait qu'on laisse aller. Mais quand on croit à quelque chose, tu sais, le Centre Sagui-Gans, ici, c'est pas tout le monde là, qui nous disait « Ah oui, allez-y, ça va être... » Il y a des gens là, qui ont fait comme qu'est-ce que vous faites là avec ce projet? C'est bien trop gros. Mais on y croyait à ce projet-là, puis on le savait qu'on avait. Tu sais, les étoiles, quand ils s'alignent dans le ciel, là, ben nous, on le savait, on la voyait, notre étoile dans le ciel. Puis on a tenu bon, puis on a travaillé fort. Puis aujourd'hui, ben on peut utiliser là, ce site-là à Saint-Plein potentiel. Là. oui. Ah, c'est beau. On pourrait en parler longtemps. Ah oui, ben on va en parler encore un peu. En fait, moi, ça fait 2 ans que je travaille avec vous pour la Journée nationale des peuples autochtones. C'est des spectacles que vous présentez. En fait, moi, ça fait 2 ans que je travaille, puis les 2 ans, c'était des années COVID. Fait que j'ai pas vraiment connu avant, ça ressemblait à quoi, mais l'idée de tout ça, c'est de présenter des spectacles avec des artistes autochtones. C'est ça. Ben c'est pas seulement ça, c'est aussi, il y a eu une année, là, je m'en souviens, j'étais pas à la direction, c'était elle, ma boss. Et puis, je lui avais proposé là, un concept de « Viens vivre ma culture ». Donc, ça s'est super bien passé. On avait été chercher des partenaires comme le CPE Premier Pas, qui chaque année, eux, faisaient la cérémonie du premier pas, cérémonie du nouveau-né, cérémonie du lever du soleil qu'on fait ensemble depuis longtemps. Là. Et puis, on invitait les gens à venir découvrir notre culture. Donc, c'était ça notre concept. Viens vivre ma culture. C'était pas seulement par des spectacles, c'était vraiment pour que les gens puissent toucher, voir, goûter aussi même, parce qu'on faisait des mets traditionnels aussi, donc les gens pouvaient goûter. Quand on a ouvert puis rénové le centre le centre d'amitié au centre-ville, on avait fait aussi un 21 juin on avait barré la rue. On avait
fermé la rue, puis la ville avait été très favorable. Là. Encore là, il y avait des gens qui étaient moins... il y avait des commerçants, là, mais en tout cas. Et puis, sauf que les gens viennent puis apprécient ce qu'ils voient. Il y avait des personnes âgées à l'Octobre qui venaient, là, puis qui regardaient. On avait fait il y avait des chanteurs de powwow, il y avait des danseurs, puis les gens adoraient ça, là. Mais si on les crée pas, ces moments-là, on peut pas. Pour moi, c'est plus difficile de créer des rapprochements quand on peut pas démontrer nos couleurs, faire vivre cette expérience-là à des Allochtones ou à nos partenaires. Même là, quand on pose des questions, des fois à nos partenaires ou à des personnes, même des Latchikois, là, quand on leur demande « Avez-vous déjà été dans une communauté autochtone? » Il y en a beaucoup qui disent non. Pourtant, il y a une communauté pas loin, mais une présence en ville qui est forte, puis au Québec, c'est à Latchik, là, le nombre en pourcentage, où est-ce qu'il y a une présence la plus forte en pourcentage dans une ville, c'est à Latchik. Et puis, pour moi, là, la ville, en tout cas, la ville devrait voir ça comme une richesse. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça. Puis on le met toujours, hein? Puis ça revient avec les partenariats. Des fois, il y a des partenaires que c'est plus difficile de les approcher. Je pense que c'est de la méconnaissance. Mais en démontrant tout ce que le Centre d'amitié fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 20 ans de dire on organise quelque chose, embarquez-vous avec nous autres. Je pense qu'il y a cette ouverture-là à Latchik aussi qui n'est pas commune partout. Je pense qu'il y a des villes au Québec qui ont plus de difficultés à créer des alliances, créer des collaborations. Ah oui. Comme par exemple? Bien, je sais que, par exemple, à la ville de Val-d'Or, auparavant, c'est plus difficile. Tu sais, il y a un paysage qui est marqué par l'itinérance, puis des fois, c'est mal vu, puis on donne des préjugés sur les personnes qui sont itinérantes. Il y a Robertval, qui vit aussi des difficultés là, avec le racisme et tout ça. À la Joliette, exactement, Joliette. Mais je pense que tout ça s'améliore. Je pense que les gens faut que les gens prennent le temps de se parler. C'est la méconnaissance qui fait qu'à un moment donné, les gens ont... Puis là, il y a tout l'aspect culturel, social, mais il y a tout aussi l'accès aux services. Là. Ça, c'est quelque chose d'autre aussi, l'accès aux services. Si on pense à l'éducation, à la santé, le Centre d'amitié travaille vraiment fort là, pour améliorer l'accès aux services, puis aussi, pas juste l'accès aux services, mais aussi que les Premières Nations aient accès à des services adéquats. Puis ça, c'est pas rien. Là. Ça prend beaucoup de travail, ça prend même... beaucoup d'ouverture, puis pour que les partenaires, par exemple, si je pense à le secteur de la santé, il y a quand même des gestionnaires qui prennent des décisions importantes. Mais nous, on travaille vraiment avec eux pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble sur l'accès aux services, mais à des services adéquats aussi, d'où l'important. Adapté. Services adaptés. Oui, moi, j'aime mieux dire des services adéquats, tu sais, parce que moi, je pense pas qu'on devrait s'adapter à quelque chose. Moi, je pense qu'on devrait voir ça autrement, faire autrement selon la réalité, là, parce que je pense pas... Je pense qu'il y a des services, puis là, on parlait de beaucoup de racisme systémique dans les dernières semaines, dans les derniers mois même. Ça, c'est un exemple concret de services, puis d'institutions, puis de façons de faire qui ne fonctionnent pas pour une population autochtone, puis pas juste autochtone. Il y a aussi d'autres personnes marginalisées ou bien non, très vulnérables qui ne rentrent pas dans le système. Parce que le système a été conçu pour des Québécois en général, pas pour des Premières Nations, puis ça a été conçu par des Québécois pour les populations autochtones. Puis c'est un peu la même chose avec l'éducation. L'éducation, il y a une marge qui est quand même très importante là, en réussite éducative auprès des Premières Nations. Encore là, pour moi, c'est un système québécois qui a été fait par les Québécois en général, sans tenir compte de la réalité des Autochtones sur leur langue. La façon qu'on apprend aussi n'est pas la même. Il faut se dire que ça fait même pas 50 ans. Ils n'allaient pas à l'école, là, c'était des pensionnats. C'était, moi, je m'en souviens, ma grand-mère, mes grands-parents ne sont pas allés à l'école, eux autres, ne sont pas allés en pensionnat. Mais mes parents sont allés au pensionnat, mes deux parents. Donc, eux, ils ont connu ça, là, le pensionnat. Avant le pensionnat, il y avait
pas d'école, c'était l'école de la vie. Donc, c'est certain que la façon d'apprendre, elle est différente. Là. La transition s'est faite extrêmement rapidement. D'une génération, on va pas à l'école. L'autre génération, on se tord un bras pour aller au pensionnat. Puis de l'autre génération, ben on va à l'école en ville. Tu sais. C'est drastique. Oui, c'est ça. Comme 3 générations qui ont vécu des choses que, épelaille, c'est pas facile. Puis là, aujourd'hui, ben, on a cette génération-là qui doit vivre aussi avec le regard des gens, parce que là, on en parle de plus en plus, de la culture autochtone partout au Canada, puis je pense à travers le monde. Puis là, les gens qui s'identifient, puis qui sont très à l'aise de s'identifier autochtones, soit au cégep, université, tout ça, bien là, des fois, encore là, tu as un regard des gens qu'ils trouvent qu'on est des bébés gâtés ou bien qu'on demande beaucoup. Mais tu sais, ça fait longtemps là, qu'on est là-dedans puis qu'on demande une reconnaissance. Et comme Lauriane le disait, tu sais, on n'a pas participé, nous, à à la formation de ces programmes ou de ces services-là. Donc, ils ont pensé pour nous. Et là, ce qu'on veut, c'est par nous, puis avec nous. On peut-tu, puis je pense que créer des programmes. Oui, puis je pense qu'on est là aussi, là. Tu sais, il y a toute l'auto-gouvernance des Premières Nations qui est actuelle aujourd'hui et qu'il y a le ministère, là, secrétariat aux affaires autochtones, Service autochtone Canada, qui est appelé à disparaître. Puis tu sais, on le nomme, là, qui va disparaître. Et là, on est en train de former une nouvelle entité qu'on ne sait pas encore ce sera laquelle, mais qui va gérer les programmes, tout ce qui s'adresse aux Autochtones au Canada et par province. Mais là, il y a aussi les nations qui veulent être aussi autosuffisants puis avoir leur propre forme de gouvernance. Fait qu'on est dans une drôle de tu sais, c'est gros, là, qu'est-ce qui se passe actuellement pour Est-ce que ça, les centres d'amitié font partie de l'APNQL? Bien, je pense que la PNQL, c'est les chefs. Hein? C'est l'Association des Premières Nations, c'est ça. C'est les chefs qui sont autour de cette table-là. Il y a plusieurs branches de la PNQL, tu sais, comme le centre les commissions, tu développement parles. économique, Oui, des c'est Premières ça. Nations, Les commissions. commission Il de y a les santé. commissions. En tout cas, il y en a plusieurs. C'est les structures de l'APN, les commissions là, qui sont Ils là. ont siégé, me semble, à un moment Mais il y a, donné, mais je pense qu'on siège. il y avait une entente qui avait été faite, là, comme pour les femmes autochtones. Il y a un siège qui est réservé autour de cette table-là. Donc, le regroupement des centres d'amitié avait un siège qui était réservé là. C'est un siège avec droit de parole quand on te l'accorde, quand tu le demandes, mais tu n'as pas de droit de vote. Donc, c'est plutôt là pour être certain là, de pouvoir faire partie des discussions. Mais c'est vraiment une table des chefs. Là. C'est politique. Bien, c'est politique. C'est ça, c'est politique. Puis pensez-vous que ça va être ça qui va remplacer le Service autochtone Canada, la PNQL? Ah, je pense pas. C'est encore, je pense que c'est encore à développer. C'est certain qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup là, à structurer ça. Moi, j'ai fait partie là, de quelques rencontres là, parce que maintenant, là où est-ce que je travaille, on est un peu... tu sais, nous aussi, là, on est unique. Là, on a notre propre forme de gouvernance. C'est où tu travailles, là, présentement? Moi, je suis directrice maintenant du centre de réadaptation à Bonne. OK. Donc, c'est un centre qui aide les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Une espèce de thérapie. C'est un centre de ouais. traitement. OK. Oui, pour les adultes, Première Nation du Québec. Ça se trouve où, ça? Ça se trouve ici à La Tuque, hein? C'est Ben en oui, rentrant, ici à on La le voit. Tuque. Elle nous a quittés pour aller là. Mais je reste encore dans le monde des Premières Nations. Je suis encore en relation d'aide. Tu sais, j'ai besoin, moi, je pense, dans ma vie, d'aider mon prochain. J'ai appris ça chez nous. C'était comme ça chez nous. Moi, mon père, quand il y en avait de la bouffe pour 1, il y en avait pour 10. Puis, tu sais, c'est comme ça, là. Puis, mon père n'est pas autochtone, mon père était québécois. Donc, ma mère qui est autochtone, c'était pareil, tu sais. On a cette envie. En tout cas, j'ai ça dans mes valeurs d'aider mon prochain. Le centre, ça se trouve à La Tuque, puis c'est pour des gens qui sont prises avec des problèmes de dépendance, Oui. qui vont faire une thérapie là-bas. Qui viennent faire une thérapie Ça, c'est là-bas. un programme social, dans le fond, c'est gratuit. Non, c'est gratuit pour les membres des Premières Nations, OK. mais c'est des cohortes fermées. OK. C'est des séjours de 27 jours. Et quand les gens arrivent là, ben là, on les coupe de tout ce qu'il y a. Tu sais, ils viennent là pour prendre soin d'eux, pour régler. S'ils sont avec nous, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler au niveau des dépendances. Puis nous, on travaille avec eux pendant 27 jours pour leur donner les outils. Mais le travail commence
quand ils sortent du centre Waband, parce que là, ils reviennent dans leur réalité. Et là, la normalité revient, tu confrontes tes démons que tu avais avant de rentrer. Mais c'est intéressant. Elle continue à collaborer avec les centres, là, Ben avec oui. le centre Waband. Elle peut donner des ateliers, pas elle, son équipe. Elle donne des ateliers de soutien aussi. Comme au Centre d'amitié, il y a quand même un travailleur de proximité qui fait des démarches pour avoir accès à ces centres de thérapie-là. Et puis, il accompagne là, les membres des Premières Nations dans leur démarche. Donc, on collabore quand même ensemble. Et puis, même le centre de Trois-Rivières, je pense aussi. Vous avez été donné un atelier là, dernièrement. Oui, en fait, c'est ça. Nous, c'est possible là, qu'on y aille faire des ateliers de prévention là, dans certains milieux. On va aussi dans les communautés autochtones. On les appelle nos agents référents. C'est le terme qu'on a là, à l'interne, mais ça peut être un travailleur social qui réfère quelqu'un. Ça peut être une personne qui accompagne, qui est capable de guider la personne avant qu'elle fasse son admission au centre Waband. Puis, ce qui est bien aussi à Waband, c'est que la culture est présente en tout temps. Dans notre programmation, il y en a 2 approches, qui est le culturel et le socioculturel. Puis ça, je pense que ça fait une différence aussi dans ce qu'on peut offrir aux gens quand on ramène ça à la culture des Premières Nations. Bien, ils s'identifient à ça. La culture et la langue, là, les Premières Nations s'identifient beaucoup à ça. Puis c'est ce qui fait que ça marche auprès des Premières Nations. Puis c'est ça qu'on fait au centre aussi, là. Moi, j'ai vécu toute ma jeunesse à Wemotaci. Moi, je parlais en Atikamekw. J'étais même pas à l'aise de parler en français, moi, quand j'étais jeune, là, à Wemotaci. Qui l'eût cru? Et puis, mes étés, là, j'étais présente dans les territoires avec mon grand-père. Donc, pour moi, là, les pratiques culturelles, la langue, ça fait partie de notre histoire, notre identité. Et puis, c'est ça qu'on recherche aussi quand on est en milieu urbain. Quand on écoute les familles, c'est beaucoup en lien avec la langue, l'identité. On veut maintenir notre langue, on veut pratiquer nos pratiques en territoire, mais c'est pas toujours évident. Donc, le centre est là aussi pour créer ces initiatives-là, ces opportunités-là. Et puis, par plusieurs moyens. Ça peut être avec le centre Saguégane, ça peut être avec le centre d'amitié. On a un projet là d'accès au territoire avec la famille Laloche, le chef de la famille Laloche qui est à 36 km de La Tuque. Ça, c'est un autre très beau projet là où est-ce qu'on va pouvoir aller directement. On est accueillis par la famille Laloche pour avoir accès au territoire puis pratiquer des pratiques culturelles en territoire. Puis ça vient des gens qui utilisent nos services. C'est eux qui le nomment et puis on construit autour de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis, dans les thérapies comme ça, ou je sais pas, c'est quoi le mot que vous préférez utiliser, une thérapie? Tu sais, je sais que dans, mettons, les alcooliques anonymes, il y a beaucoup de références à la religion, tu sais, de se commettre à une religion ou à un dieu, tu sais, peu importe c'est quoi, pour qui. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu cette espèce d'aspect de se laisser aller dans une croyance aussi? Bien, tu peux. Si Dieu, pour toi, c'est ta force supérieure, on l'appelle la puissance supérieure, bien, le Créateur. Puis tu vois, ça, Brad, ça, c'est quelque chose que moi, ça me freinait. Parce que je me disais, les alcooliques anonymes font toujours référence Dieu, parce que, bon, on parle de Dieu là, dans les 12 étapes. Puis quand tu apprends à connaître ces 12 étapes-là, tu l'adaptes à qui? Tu sais, ta puissance à toi, c'est qui? Si ta puissance supérieure, c'est ton bâton de parole, bien, tu sais, c'est libre à toi, là. Mais nous, on fait aucune référence à la religion. Les termes qui sont utilisés par les alcooliques anonymes, c'est Dieu. Nous, de plus en plus, quand on enseigne, on parle du Créateur ou de la puissance supérieure. Donc, les gens se sentent plus à l'aise. Donc, c'est pas seulement des personnes qui... la religion catholique, là, pour Dieu. Fait que c'est certain que... Je pense qu'encore là, il y a une méconnaissance dans ces 12 étapes-là, donc les alcooliques anonymes. Mais j'ai appris de ça, moi aussi, là, de ne pas faire une référence à Dieu. Puis, parce que je sais qu'il y en a plusieurs des Premières Nations qui sont très, très rattachées à la religion catholique et vice-versa. Il y en a qui veulent complètement rien savoir de ça à cause des traumatismes du passé. Fait que je me demandais, tu sais, c'est quand même
Une bonne question. C'est une bonne question. Parce que, tu sais, j'ai connu des gens qui ont fait les alcooliques anonymes, puis c'est carrément de se remettre dans les mains de Dieu, Oui. tu sais. Oui, de assumer à ce point-là. Tu sais. Même si t'es pas catholique, même si t'es pas nécessairement croyant. Tu sais. Ben, il y en a que c'est beaucoup la spiritualité autochtone, là. Ils se rattachent à ça. On la rapporte exactement. C'est à la spiritualité autochtone, puis de ta culture aussi, d'être, tu sais, de te rapprocher de ça, de ta culture, puis comment on fait pour faire le lien justement avec ces 12 étapes-là. Mais jusqu'à maintenant, moi, je crois que ces 12 étapes-là, c'est un des meilleurs outils quand les personnes apprennent à le mettre à leur image, que ce soit avec Bouddha ou bien Allah ou Ben oui. le Créateur. Nous, c'est ça, comme je disais, la puissance supérieure, la PS qu'on l'appelle. La première fois qu'ils m'ont dit ça à mon travail, la PS, pour moi, dans ma tête, ça a sonné post-scriptum. Je suis comme, OK, c'est pourquoi qu'ils font... mais c'est la puissance supérieure. Mais c'est ça, on parle plutôt du Créateur, là, puis ça, je pense que ça l'englobe. Puis on l'explique aussi, que ton Dieu à toi, tu peux l'appeler n'importe comment. T'sais. Si tu veux l'appeler Chico, ton Dieu, appelle-le Chico. Ouais, c'est ça. Ça appartient à chaque individu. C'est intéressant. Oui. Très intéressant. Puis, vous venez de où, les deux? Ben, peut-être une à la fois, là, pas en même temps. Moi, je viens de Wemontachi. Je suis Atikamekw de la communauté de Wemontachi. Donc, je nommais tantôt que j'ai grandi à Wemontachi. J'ai vécu toute ma jeunesse là. Après ça, c'était le post-secondaire, là, après le secondaire. Sauf que j'ai trouvé ça difficile de partir de la communauté. Tu sais, c'était pas... Moi, je savais pas, là, c'était quoi vivre en milieu urbain, là. Et puis, je suis pas venue m'installer à la TUC parce que je venais pas. Parce qu'elle me connaissait pas encore. C'est ça. Ben, moi, par exemple, quand je me suis installée à la TUC, c'était en 2010. J'ai commencé à travailler au centre d'amitié en 2011. Pour moi, je découvrais les centres d'amitié. Je connaissais pas les centres d'amitié. Ça, c'est quelque chose que je nommais à Christine, là, que je découvrais les centres d'amitié. Et puis, je trouvais que ça me rejoignait beaucoup par sa mission, par ses valeurs, puis le fait d'être là pour les gens qui ont des besoins. Parce que moi, je me suis toujours dit, là, avoir connu les centres d'amitié avant, j'aurais probablement choisi une ville où est-ce qu'il y a un centre d'amitié. Parce que moi, comme je disais, j'étais pas à l'aise là, d'aller chercher des services, j'étais pas à l'aise dans rien, puis je connaissais pas la vie en ville, là, moi, là. Ça a été quasiment un frein pour pas poursuivre des études là, après. Mais j'ai décidé d'y aller. Je suis retournée dans ma communauté au moins 2 fois avant de m'établir à la TUC en 2011. Et puis, sauf que j'avais déjà une fille qui aujourd'hui elle a 15 ans. Là. Elle avait 4 ans quand j'ai décidé de vraiment vivre là, en milieu urbain. Puis pour moi, c'est comme un deuil aussi, décider, quand tu es maman, d'aller vivre en milieu urbain. Moi, je me posais beaucoup des questions, puis je trouvais que c'était dans ma tête, je me disais, bon, ma fille, probablement qu'elle va parler plus en français qu'en Atikamekw, en Innu. Probablement qu'elle n'aura pas le même vécu que moi dans ma jeunesse, dans une communauté, être souvent en territoire aussi, aller en territoire, parce que c'était ça, moi, ma jeunesse, là. Toutes les étés en territoire, en Atikamekw, je parlais juste en Atikamekw. Et puis là, ma fille, elle arrive, elle parlait Atikamekw, elle parlait Innu. Parce que ma fille, son père, c'était un Innu. Donc, elle parlait les 2 langues. Elle avait 4 ans et elle comprenait quand même bien le français, mais elle n'était pas à l'aise de parler en français. Comme moi, là, quand j'étais jeune, là. Mais ça a pris 1 an. Écoute, elle est allée au Papaquin, là, ici, au CPE Premier Pop. Et pour moi, c'était rassurant que ma fille aille dans un CPE qui a un programme autochtone, qui met en valeur son identité, sa culture. Et puis ensuite, elle est allée à l'école centrale. Ça a pris peut-être 1 an et demi. Après l'école centrale, elle ne voulait plus parler sa langue. J'ai parlé en Atikamekw, elle me répondait en français. Puis elle me disait, non, maman, moi, je parle en français. Elle voulait être comme tout le monde. Fait que d'où l'importance de vraiment valoriser la langue puis la culture dans le milieu
des enfants qui le fréquentent, même les écoles, tu sais, même dans la ville. Fait que c'est pour ça que, pour moi, c'est important de valoriser la langue et la culture dans la ville. Puis on en fait des initiatives à la TUC, là. Comme là, dernièrement, c'était un parcours culturel, un parcours avec la ville. On a plusieurs partenaires dedans. Et j'ai poussé, puis j'ai insisté le fait que ça soit tout traduit en Atikamekw. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout traduit en Atikamekw. Puis pour moi, c'est des initiatives comme ça qui permettent de maintenir la langue, puis que les jeunes soient aussi fiers de parler cette langue-là, de le voir un peu partout. Et puis, c'est ça. Moi, je viens de m'attacher, c'était ça ta question, mais là, je suis comme chirée. J'ai expliqué qu'est-ce que ça m'a fait de rester ici. Mais tu sais, je veux juste renchérir, Lauriane, sur qu'est-ce que tu dis, la traduction de la langue atikamekw. Moi, là, j'accepte plus qu'il y ait pas de recul maintenant avec les autorités, exemple municipales. Parce qu'on a travaillé fort auparavant pour faire reconnaître ça, la présence des Premières Nations à la TUC. Là, on est sur le Nitaskinan, donc territoire atikamekw. Il y avait déjà des initiatives qui existaient auparavant, que les autorités qui étaient là avaient dit oui, on embarque là-dedans. Et malheureusement, changement de direction, changement de gens politiques, on repart à zéro. Et là, on recommence à redemander encore. Donc, c'est un temps perdu. Et là, il y a des élections prochainement, là. Les gens là, qui seront à la tête là, de la ville, on recommence pas. Écoutez ce que nous, on a à vous dire, puis continuons ce qu'on a déjà amorcé, parce qu'il y a des belles choses qui sont déjà là. Donc, moi, j'espère, puis je souhaite ça, que ça continue, et non pas qu'on soit tout le temps obligé de recommencer quand il y a un changement au niveau de ces politiques. Il faut que ce soit ancré. Il faut que ce soit vraiment dans la politique de la ville de dire il y a une reconnaissance et on maintient cette reconnaissance-là. Puis dans l'actualité, on en parle beaucoup là, avec les enfants de Kamloops. Là, on dirait que les gens ont comme réveillé puis ils se sont dit « Ah, OK, ouais, c'est vrai, c'est à la grandeur du Canada, puis il y a quelque chose qui s'est passé, puis c'est grave, puis il y a des répercussions. » Et puis, c'est la même chose avec Joyce Echaquan. Tu sais, ça a été filmé en direct, puis les gens ont comme... on dirait qu'ils se sont réveillés. Pourtant, c'est des choses qu'on dénonçait déjà depuis longtemps. Il y a même eu des commissions. Là, ça coûtait cher, les commissions d'enquête, mais il y avait déjà des appels à l'action. Il y a eu plein de choses qui s'est fait. Puis les centres d'amitié, on parle beaucoup de ça aussi. On sensibilise les gens. On éduque un peu aussi les gens par des partenariats. Là. Et puis, j'ai l'impression qu'avec ce qui s'est passé là, c'est comme un moment, c'est comme une opportunité aussi de dire, hey, c'est vrai que, tu sais, c'est comme si c'est comme s'ils voyaient maintenant que il y a un éveil. Il y a un problème, puis même si on l'a dit depuis longtemps. Et puis, je trouve que ça vient aussi ouvrir des opportunités quand les gens ouvrent les yeux, là, puis qu'ils voient. Là, ben moi, je trouve que c'est aussi des opportunités. Puis, j'ai l'impression qu'il y a un vent de changement, là. Important quand même, là, même au niveau des organisations, des institutions, des universités aussi, là, parce qu'on se fait beaucoup, demander de s'impliquer dans plusieurs initiatives, même que je trouve qu'on est c'est fou, là, puis je suis certaine qu'il y a plein d'organisations autochtones là, qui sont aussi très sollicitées, mais il y a aussi les gouvernements. Vous avez vu, il y a des gouvernements qui se sont positionnés, d'autres peut-être moins, mais c'est ça. Sauf que moi, j'ai l'impression que ça s'en va vers des grands changements, même dans les municipalités. Faut pas reculer, comme Christine a dit. Oui. On avance puis on travaille fort. Oui. Je me présente-tu, moi, là? Non, c'est correct, on t'a déjà présenté. Mais peut-être d'où tu viens, c'est juste que je trouvais ça intéressant de savoir d'où tu venais. Mais non, mais je trouve ça drôle parce que tantôt, elle disait qu'elle hésitait à parler en français, mais à ce temps, c'est un verbomoteur. Ouais, c'est ça. Lauriane-là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand je l'ai connue au début, puis qu'elle est venue, puis on a fait comme, waouh, ça, c'est une perle, tu sais. Puis moi, je la voyais déjà comme la relève au Centre d'amitié, puis je suis bien contente parce que j'avais vu juste, puis je suis contente de la voir aujourd'hui, là, de voir qu'elle évolue aussi bien. Puis qu'elle a une facilité aussi, là, qu'elle coule bien à travers tout ça. Donc, ceci étant dit, moi, je suis Innu, mais Inuvik. Puis je tiens à le faire parce que je suis vraiment fière de mes deux cultures. Mon père est québécois. Ma mère est Innu de Machtoyash. Et j'ai jamais vécu sur une communauté.
Moi, mes grands-parents se sont exilés, donc ont parti de Nashtoyach pour s'en aller à Seine-Nord. C'est à côté de Wemontéchi, donc à côté de la communauté à Lauriane. Et mon grand-père Cléré, moi, il était gardien de feu. Dans les tours, il y avait ça dans le temps, là, il n'y avait pas de la technologie d'aujourd'hui, fait qu'il y avait des tours qui étaient installées dans les forêts. Et lui, il restait là. Puis il surveillait. Ben oui, il surveillait. Si jamais il y a un feu, ce qui était déclaré. Ah, OK, oui. Pouvait lancer l'appel à l'aide. Là. Je ne sais pas comment ça fonctionnait, là, mais... Tu as déjà entendu parler des machines à puits? Oui, ça, c'est vrai, ça. Machine à puits. Mais c'est pas lui qui faisait, en tout cas. Non, mais c'est ce genre de métier-là, là, tu sais, là, fabriquer de l'appui caché dans la forêt. Quel âge, Christine? Mais je suis pas vieille. Je suis pas vieille. Mais donc, c'est ça. Mais ma mère est venue au monde à Seine-Nord et tout ça. Puis ensuite de ça, ben là, il y a eu un développement à la TUC. Moi, ma famille n'a pas vécu des pensionnats. Probablement parce qu'on était loin de notre communauté, puis on était hors communauté aussi déjà. Donc, je suis contente là, de voir là, qu'on a pu être épargnés de ça, là, mes oncles et ma mère. Et sinon, moi, je suis maman de 2 enfants, une Atikamekw, Mégis, son père est Atikamekw, donc de la communauté encore, la même communauté que Lauriane. Puis là, je suis vraiment fière parce que maintenant, elle redonne à sa communauté. Elle est rendue professeure à l'école Siskitin. Et ça, c'est nouveau. Puis je suis vraiment contente de l'avoir évolué là. Et j'ai un beau garçon que lui est Inou, là, qui est ici à la TUC, puis qui est très fier aussi là, de ses origines Première Nation. Génial. C'est très beau ce que vous dites. Puis concernant le Coué podcast, cette idée-là, ça vient de où un peu? Parce que là, on est rendu, là, on tourne, je pense, notre 10e épisode en ce moment. Ça fait 10 épisodes qu'on fait. On a comme un mandat de faire une quinzaine, vingtaine d'épisodes pour là. Puis d'où ça vient l'idée de faire ça? Puis vers où tu aimerais que ça s'en aille aussi? Ben, en fait, là, Coué Podcast, nous, au Centre d'amitié, on y va avec des appels de projets là, par différents bailleurs de fonds, différents ministères au gouvernement du Québec surtout. Là. Et puis, on avait une opportunité pendant la pandémie. Il fallait trouver les moyens, puis il fallait innover à quelque part là, avec la pandémie, les restrictions, pour faire des initiatives pour la jeunesse autochtone. Et puis, nous, notre projet, c'était on va partir un podcast, on va aller acheter des équipements, puis on va créer une initiative qui donne la place aux jeunes. Donc, le sujet pouvait être choisi par les jeunes autochtones, en fait, là. Puis ils peuvent aussi discuter des sujets, ils peuvent participer tant à l'animation qu'à la logistique, au montage, sur plusieurs niveaux, là. Donc, c'est sûr que c'est nouveau. Puis les podcasts, ben c'est nouveau aussi. C'est pas tout le monde qui connaît ça, hein. Christine, je pense qu'elle a écouté son premier, puis elle a même pas fini, là. Ça, comme je disais tantôt, là. Sauf que ça devient de plus en plus populaire. Et en regardant dans les réseaux, moi, je suis toujours dans les réseaux sociaux. Donc, je suis tombée sur une initiative qui ressemblait à ça, mais pas vraiment. Et puis, on s'est inspiré de quelque chose qui fonctionne pour faire autre chose. Et puis, évidemment, là, le Coué Podcast, qui est le concept, on voit, le Coué Podcast pour répandre les jeunes. On débute. On souhaite l'ancrer pour qu'il soit assez solide, un projet assez solide pour qu'il puisse perdurer dans le temps parce que c'est des équipements qui nous appartiennent. Donc, on peut discuter sur X sujets selon l'intérêt des gens. Et je trouve aussi que c'est un excellent médium là, pour faire entendre les jeunes puis les questions autochtones. Mais pas seulement autochtones, on peut aussi... On a pas reçu juste des autochtones. C'est ça, mais c'est l'intérêt des autochtones, des jeunes autochtones. Donc, c'est tous des sujets qu'ils ont nommés quand même, là. En fait, là, si je ne me trompe pas, Lauriane, là, même avant cette technologie-là de podcast, puis le Centre d'amitié avait développé un projet. On avait un studio d'enregistrement, Sunauna, qui découlait d'un programme qui, malheureusement, était déterminé dans le temps. Donc, c'était 3 ans, qui était Création Nuit Blanche. Et à ce moment-là, on demandait aux jeunes de prendre la caméra,
et de raconter quelque chose. Au niveau de la prévention, consommation, des histoires positives d'un vie. Puis il y a même un jeune homme qui travaille avec vous autres, puis je vais le nommer, Marc-André Dubé, qui avait participé à ça, qui avait composé une chanson, qu'on avait fait un beau vidéoclip, puis qui avait remporté un prix. C'était quelque chose qui était vraiment magique, puis qui était... moi, j'y crois à ça, puis je pense que les Premières Nations, les jeunes Premières Nations ont un appel à aller voir cette technologie-là, qui est nouvelle, puis qui ont des affinités. On a beaucoup de gens qui sont manuels, c'est des gens... Moi, je trouve que quand tu apprends avec la technologie comme ça, souvent, c'est sur le terrain, tu as des choses que tu apprends sur le terrain, de monter une scène ou les micros, puis installer la lumière et tout ça. Donc, je pense que ce projet-là, Création Nuit Blanche, qu'on a eu des beaux succès avec ça, puis qui a dû avoir une fin parce que le programme se terminait. Je pense que c'est comme une suite logique d'avoir aujourd'hui le Centre Sagui-Igane qui permet cette technologie-là et le Coué Podcast qu'on a là. Et elle parle de programme parce que c'est ça, malheureusement. Je vais dire malheureusement, mais aussi ça devient une force pour les centres d'amitié de devoir toujours innover pour aller chercher des financements parce qu'on ne peut pas soumissionner Création Nuit Blanche chaque année. C'est comme ponctuel, des programmes ponctuels, donc qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans quand on est chanceux, puis des fois 4 ans quand on est très bon. Hein? Mais on est très bon. Oui. Il y a eu ce programme-là, Création Nuit Blanche, mais là, après ça, on avait une envie. Là. Fait que là, on a fait des petites vidéos là, de Noël. Nos vidéos de Noël là, étaient super appréciées. Là, on faisait du lip-sync, finalement, sur une tourne de Noël. Puis, avec Jean-Luc, là, on a fait plein de choses. Là. On est dans les médias, en fait, là, depuis longtemps. Puis là, je trouve qu'avec Coué Podcast, c'est un autre niveau. Là. C'est quelque chose, un autre niveau. C'est encore plus affiné, c'est encore plus professionnel. C'est bien monté et tout ça. Puis, moi, je trouve ça vraiment génial. Là. Oui, c'est très génial. Fait que là, c'est-tu ponctuel ou en fait, on veut le garder dans le temps. Donc, c'est à nous d'aller chercher puis des moyens puis aussi de le construire pour que ça dure dans le temps, évidemment. Puis ce que je trouve super génial là-dedans, c'est qu'on offre vraiment un espace puis une tribune à des jeunes autochtones. Comme là, on a reçu Mme Tardif dans les derniers jours. Et c'est un jeune autochtone, Atikamekw, étudiant en sciences politiques, qui est très intéressé dans les questions politiques. Donc, pour moi, c'est lui donner vraiment une tribune puis les moyens de pouvoir là, parler des sujets qui le touchent, qui est important pour lui. Donc, c'est comme ça que je le vois évoluer, le Coué Podcast. Donc, c'est sûr que c'est un projet de 2 ans. On vient de commencer. Il va être encore en train d'évoluer puis de se construire l'année prochaine, en 2022. C'est ça, 22. Et puis, c'est ça. C'est demain, ça, 2022? Ah oui. Ah oui, ça passe vite, les années. OK. Bon, c'est super. Moi, j'ai plus de questions, mais c'était super intéressant. Puis, je suis content qu'on ait eu cette conversation-là puis que les gens puissent apprendre à connaître le centre d'amitié de la TUC. Est-ce que vous êtes en lien un peu avec les autres centres d'amitié ou c'est vraiment indépendant? Oui, en fait, les centres d'amitié, c'est un mouvement des centres d'amitié au Québec puis aussi au Canada. Donc, le Centre d'amitié autochtone de la TUC est membre là, du regroupement des centres d'amitié autochtones de la TUC, du Québec. Voyons donc, je radote, là. On a notre propre regroupement. Oui, on a le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Moi, je suis vice-présidente de ce regroupement-là. Et puis, donc, on travaille, là, on a une planif stratégique du mouvement des centres d'amitié où est-ce qu'on travaille vraiment en collaboration. Puis c'est ce qui fait que le mouvement est fort, c'est parce qu'on a une voix commune. Donc, les centres sont autonomes, mais on a un regroupement, un espace où est-ce que ça nous permet, où est-ce qu'on se donne les moyens de s'entraider là-dedans, puis d'avoir une voix commune, puis d'avancer ensemble vers la bonne direction. Puis c'est pour ça qu'on grandit comme ça, à une vitesse... très haut. À une vitesse phénoménale. Phénoménale, oui. Longue vie au centre d'amitié. Merci Lauriane, merci Christine. Merci. Miigwech. Ciao, miigwech.